C'était une soirée d'été parfaite dans le Maine. La terrasse du restaurant s'accrochait à flanc de falaise, offrant une vue imprenable sur l'Atlantique, où les vagues s'écrasaient de façon spectaculaire contre les rochers déchiquetés en contrebas. Une brise soufflait de l'eau, fraîche mais pas froide, emportant avec elle une odeur de sel et quelque chose de légèrement floral. D'où j'étais assis seul à une petite table sur la terrasse, je pouvais voir la salle à manger privée à travers les baies vitrées. Toute ma famille était là, tous les 23, riant, trinquant, passant des assiettes et des bouteilles, 3 longues tables rapprochées. Mon frère, Hudson, se tenait au centre, le verre levé, prononçant ce qui ressemblait à un autre discours sincère. Je n'en entendais pas un mot à travers la vitre, mais ce n'était pas nécessaire. Hudson s'est toujours débarrassé de la foule. Ma mère se tamponnait les yeux avec une serviette. Mon père, assis à côté d'elle, avait l'air sur le point d'éclater de fierté. Les autres cousins, tantes, oncles, beaux-parents le regardaient avec ce mélange familier d'amusement et de respect. J'ai siroté mon scotch, laissant la brûlure s'attarder sur ma langue un peu plus longtemps que d'habitude. C'était la même bouteille qu'on m'avait offerte pour mon 40e anniversaire l'année dernière, un cadeau de gens qui ne reconnaissaient même plus mon existence. Le serveur s'approcha, jeune, poli, son visage, l'image de la courtoisie professionnelle. « Voulez-vous commander maintenant, monsieur ?» J'ai jeté un coup d'œil au menu sans vraiment le lire. « Ouais, je prends le flétan grillé, sans accompagnement. »« Très bien, » dit-il en commençant à se détourner. « Encore une chose, ai-je ajouté. » Il fit une pause, « Oui, monsieur. » J'ai montré la salle privée. J'aimerais payer la totalité de leur facture, tout, mais je ne veux pas qu'ils le sachent avant mon départ. Il cligna des yeux une seule fois, son masque glissant pendant un instant alors qu'il regardait tour à tour moi et la célébration à l'intérieur. « Bien sûr, monsieur, » dit-il après une pause, « je vais m'arranger avec le directeur. » J'ai hoché la tête, « Merci. » Il est parti et je me suis penché en arrière pour écouter le rire sourd qui a réussi à s'échapper à travers l'épaisse vitre. Je m'appelle Alexandre Kennedy. Il y a 3 mois, j'étais directeur financier de la compagnie maritime familiale, Kennedy Maritime, poste que j'occupais depuis 15 ans. Il y a 3 mois, j'avais encore une famille. Je suis le cadet de 3 fils. Mon père, Christian Kennedy, a construit Kennedy Maritime à partir d'un simple bateau de pêche pour devenir la plus grande opération de transport maritime privé de la côte est. Il avait l'habitude de raconter l'histoire à chaque dîner, comment il avait acheté ce premier bateau grâce à un prêt de son oncle, comment il dormait dans la cuisine et hissait les filets à la main, comment il avait gagné son premier vrai argent avec une cargaison de tomates en conserve à destination d'Halifax Hudson. Mon frère aîné a toujours été le visage de l'entreprise. Il avait le charme, le sourire, la confiance inébranlable qui le rendait parfait pour la relation client. Les gens l'ont aimé instantanément. Les investisseurs lui faisaient confiance. Il ressemblait à notre père et il savait comment utiliser cela à son avantage. Ethan, le plus jeune, était le plus créatif. Il avait les idées. Il bricolait toujours, parlait toujours de nouveaux systèmes ou logiciels économes en carburant qui pourraient optimiser les routes maritimes. C'était le genre de gars qui pouvait dessiner une nouvelle plateforme logistique sur une serviette et vous faire croire que cela changerait l'industrie. Et puis il y avait moi, le gars des chiffres. Kai, c'est comme ça qu'ils m'appelaient quand ils étaient de bonne humeur, abréviation de Kaizen, la philosophie commerciale japonaise d'amélioration continue. Je me suis assuré que l'entreprise réalisait réellement des bénéfices. J'ai équilibré les comptes, j'ai mené les audits, j'ai géré le risque. Pendant 15 ans, j'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai raté des dîners de famille, des anniversaires, et même mes propres anniversaires, à cause d'urgences professionnelles. Je ne me suis jamais marié. La compagnie était ma vie, mon but, toute mon identité, et j'y excellais. Sous ma direction financière, la valeur de Kennedy Maritime avait triplé. Weed a résisté aux ralentissements économiques, a déjoué ses concurrents et s'est étendu à de nouveaux marchés. Je connaissais tous les numéros qui transitaient par cette entreprise, comme je connaissais les lignes dans ma propre paume. Cette année, mon père avait 70 ans. La grande réunion de famille était le moment de coïncider avec son anniversaire et l'annonce de sa retraite. Ce n'était un secret pour personne, tout le monde savait qu'Hudson prendrait la relève en tant que PDG. C'était le plan depuis que nous étions enfants. Hudson, le Golden Boy, l'air apparent. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est ce qui allait suivre. 2 jours avant l'annonce, mon père m'a convoqué dans son bureau. Il était tard, le bâtiment à moitié vide, l'air calme,
de cette atmosphère lourde qu'on ressent lorsqu'il n'y a personne d'autre que les fantômes des délais. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Alexandre, dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir, celui dont il plaisantait était son trône. Il avait l'air fatigué, plus de 70 ans. Tu as toujours été celui qui est fiable, celui qui est stable. J'ai hoché la tête une fois, gardant mon visage neutre. J'avais déjà entendu ce discours, toutes ses variantes, dans chaque évaluation de performance, chaque dîner de famille, chaque remarque désinvolte. Il soupira et passa une main dans ses cheveux argentés. Mais l'entreprise a désormais besoin de plus que de fiabilité. Il faut une vision. C'était là. Je n'ai rien dit. Hudson prendra la relève en tant que PDG, a-t-il poursuivi, et Ethan sera CEO. Ils ont déjà des projets d'expansion passionnants. J'ai attendu qu'il mentionne mon rôle. Le silence s'étendit longtemps et inconfortable, et j'ai finalement demandé. Il détourna le regard, soudain fasciné par la maquette de bateau posée sur son bureau, la même avec laquelle il nous laissait jouer quand nous étions enfants, à l'époque où Kennedy Maritime n'était encore que 3 mots sur le flanc d'un chalutier rouillé. Nous recrutons quelqu'un de l'extérieur pour le poste de directeur financier, a-t-il déclaré. Du sang frais, de nouvelles idées. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Après 15 ans, ma voix est sortie, cheval, tu me remplaces. Il eut la décence de paraître mal à l'aise. Sans remplacement, nous vous offrons un poste au conseil d'administration, un pouvoir consultatif, moins de stress au quotidien, moins de responsabilités, moins de pouvoir, moins de tout. Je l'ai regardé. Cette décision, dis-je. Prudemment, était-elle unanime? Il hésita. Cette hésitation m'a tout dit. Hudson et Ethan avaient orchestré cela. Mes propres frères. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Mon père dit finalement, comme si ça arrangeait tout, comme si ça arrangeait les choses. Je me levai, les jambes étrangement stables, malgré le tremblement de terre qui me déchirait la poitrine. Je vois, c'est tout ce que j'ai dit pour le surnom qu'il m'appelait quand j'étais petit. Mais cette fois, cela ressemblait à un dernier mot, pas à un nom. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Ce soir-là, c'est devenu officiel. J'ai reçu un email, une notification formelle de ma transition au conseil d'administration, avec effet immédiat. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Transition, comme si j'étais doucement déplacé dans un endroit doux pour me reposer. Pas viré, pas rétrogradé, juste une transition. Le remplacement. Ils avaient choisi une NBA astucieuse de Morgan Stanley. Il commençait lundi. Ils ne pouvaient même pas attendre l'anniversaire de mon père pour m'expulser. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt. Je ne voulais pas avoir affaire aux escaliers sympathiques ou aux fausses inquiétudes. J'ai gardé la tête baissée et la bouche fermée, rassemblant les débris de 15 ans dans 3 boîtes en carton, des photos encadrées, une plaque ou 2. La tasse à café qu'Ethan m'a offerte il y a des années disait « Faites-moi confiance, je suis directeur financier ». Je l'ai jetée en dernier. Alors que je partais, je suis entré dans l'ascenseur en équilibrant les cartons comme un homme portant sa propre pierre tombale. À mi-chemin, les portes s'ouvrirent à nouveau. Hudson intervint. « Alexander, dit-il, surpris. Il jeta un coup d'œil au carton dans mes bras. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» Je les ai légèrement levés, sans prendre la peine de les expliquer. Je n'en avais pas besoin. La compréhension apparut sur son visage. « Eh bien, la transition, papa te l'a dit. » J'ai hoché la tête une fois. Il hésita, puis m'adressa ce sourire poli et facile qu'il avait perfectionné au fil des décennies. « Félicitations pour la promotion, Hudson. » J'ai dit à parts égales, « Vous prenez mon travail. » Il bougea, son sourire s'effaçant légèrement. « C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise, Alexander, tu comprends bien, n'est-ce pas? » Rien de personnel, mais c'était personnel, très personnel. Tout dans tout cela était personnel, et pas seulement de lui, d'Ethan, de papa, des 3 personnes qui étaient censées me soutenir. Hudson bougea encore une fois, maladroitement. « Maintenant tu viens toujours au dîner d'anniversaire de papa, n'est-ce pas? Toute la famille sera là, bien sûr, dis-je. » Ma voix ne s'est pas brisée, elle ne s'est même pas élevée, juste douce, calme, détachée. Je ne le manquerai pas. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis sorti sans me retourner chez moi. J'ai déposé les cartons dans le couloir. Ils étaient assis là, intacts,
comme s'il n'appartenait à nulle part, comme moi. 15 ans, 80 semaines, des vacances manquées, un mariage sacrifié, tout cela pour une entreprise qui pouvait me licencier sans hésiter. Mais ce n'était pas seulement l'entreprise, c'était ma famille. Ma chair et mon sang avaient décidé que j'étais jetable. J'ai passé cette journée dans le brouillard, me déplaçant machinalement à travers les pièces de ma maison désormais silencieuses et vides. Les murs résonnaient de tout ce que j'avais sacrifié, des nuits tardives au rythme des appels téléphoniques, des matins tôt penchés sur les bilans, des dîners réchauffés ou carrément sautés. Mais à la tombée de la nuit, quelque chose a changé en moi. L'engourdissement commença à fondre, remplacé par quelque chose de froid et de propre, une sorte de clarté. Je ne les laisserai pas me voir briser. Non, j'arriverai à ce dîner d'anniversaire la tête haute, les épaules en arrière, et je regarderai très, très attentivement. Le dîner avait lieu dans l'endroit préféré de mon père, un restaurant de fruits de mer raffinés perché au-dessus des falaises, les vagues s'écrasant juste en dessous, le genre d'endroit qui servait des huîtres sur glace et vous appelez monsieur même lorsque vous ne payiez pas. Je suis arrivé 20 minutes plus tôt. L'hôtesse m'a accueilli avec le sourire éclatant habituel, monsieur Kennedy, bienvenue. Votre groupe a réservé la salle à manger privée. Je voudrais une table sur la terrasse, dis-je. Elle cligna des yeux, incertaine. Dehors, monsieur, votre famille, je dînerai seul, dis-je avec un léger sourire qui la défia de le défier. Elle hésita, puis hocha la tête, bien sûr, par ici. La terrasse était presque vide, quelques couples seulement murmurant autour de verres de vin, la brise marine tirant sur les serviettes en lin. J'ai choisi une table avec la vue la plus dégagée sur la salle privée. De là, je pouvais voir la longue table, la nappe blanche, les bougies brillantes vacillantes. Un par un, ils arrivèrent. Premier, mes parents, ma mère vêtue d'une élégante robe crème, mon père fraîchement repassé, un léger tremblement dans la main alors qu'il ajustait ses boutons de manchette. Puis Hudson, tout en confiance et en élégance, sa femme parfaite à son bras, leurs 2 enfants traînant comme des accessoires assortis. Ethan arriva un peu plus tard, sa nouvelle fiancée s'accrochant à lui comme si elle auditionnait pour le rôle de future épouse du monde. Puis vinrent les autres, cousins, oncles, tantes, tous rayonnants, tous habillés comme si c'était le couronnement d'une dynastie. Aucun d'eux n'est venu vers moi, aucun n'a même fait un geste. Le serveur m'a apporté à manger, une simple peau de poisson grillé croustillante, juste ce qu'il faut. J'ai hoché la tête pour le remercier et j'ai tourné mon regard vers la fenêtre. Le champagne coulait à flots, les rires éclataient, quelqu'un faisait circuler les flûtes et les toasts commençaient. J'ai siroté mon scotch et mâché lentement, en regardant délibérément. À un moment donné, ma mère a jeté un coup d'œil et m'a vu. Nos yeux se sont croisés, son sourire affaibli. Elle se pencha vers mon père et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il fronça les sourcils, puis tourna le dos à la fenêtre. C'était tout. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ils étaient tous d'accord sur ce point. Une décision collective et silencieuse de m'exiler, de m'effacer du tableau, de faire comme si je n'étais pas là. Imaginez que je n'avais pas passé ma vie à faire en sorte que cette entreprise et, par extension, notre famille, prospère. J'ai coupé un autre morceau de poisson, savouré le sel et la fumée. Laissez-le s'installer sur ma langue comme une dernière vérité. À l'intérieur, Hudson se tenait en train de prononcer un discours, sans doute répété, devant le miroir ce matin-là. Tout le monde riait, applaudissant les bulles de champagne captées par la lueur des bougies. Le gâteau d'anniversaire était brillant, avec des bougies qui brillaient comme une offrande d'autel. J'ai fait signe au serveur. Il s'approcha doucement, « Oui, monsieur, j'aimerais tout payer. » dis-je en gardant ma voix, même toute la fête, le champagne, le gâteau, tout ça. Il a hésité, « Monsieur, ce projet de loi sera substantiel. » J'ai souri légèrement. Je suis conscient que je souhaite également ajouter une gratification de 25% pour le personnel. Les yeux du serveur s'écarquillèrent légèrement. Très généreux, monsieur, je m'en occupe immédiatement. Je lui ai tendu ma carte de crédit et me suis retourné vers le verre. Leur monde, enfermé derrière d'épaisses souffrances, brillait de rire et de bougies. Pendant 15 ans, j'avais géré les finances d'une entreprise multimillionnaire. J'avais regardé des feuilles de calcul jusqu'à ce que les chiffres dansent, étudié les rapports financiers jusque tard dans la nuit pendant que le reste de la famille dormait. Je connaissais chaque centimètre carré de ces livres, ligne par ligne, chiffre par chiffre, et ce faisant, j'avais remarqué des choses. Rien de dramatique, de petites incohérences, d'infimes irrégularités dans les virements,
des schémas étranges dans la facturation des clients. Pas assez pour sonner l'alarme, pas à ce moment-là, mais suffisamment pour éveiller ma curiosité. Alors j'ai commencé à prendre des notes, tranquillement et minutieusement. C'était devenu une seconde nature. Mon propre audit privé des archives de Kennedy Maritime, non pas parce que je pensais que quelque chose n'allait vraiment pas, mais parce que c'est ce que j'étais, minutieux, méthodique, soucieux du détail. Ces traits de caractère ne m'avaient pas valu d'applaudissements lors des réunions du conseil d'administration. Elle n'était pas aussi charmante que le sourire facile d'Hudson ni aussi éblouissante que les grandes idées spontanées d'Ethan. Mais ces caractéristiques avaient permis à l'entreprise de rester saine, solvable et rentable pendant 15 ans. Et elles avaient également créé un registre complet et méticuleux de chaque décision financière prise par l'entreprise au cours de mon mandat. À l'intérieur, mon père se pencha en avant et souffla les bougies. Je pouvais imaginer les applaudissements, le tintement des verres, le chœur de joyeux anniversaires résonnant contre les murs lambrissés. J'ai plutôt siroté mon scotch, laissant la combustion lente m'écraser au moment où il m'avait renvoyé et excusé de l'entreprise. Je n'avais emporté que mes effets personnels, pas de disque dur, pas de fichiers, pas de biens de l'entreprise. Mais je n'en avais pas besoin. Tout ce dont j'avais besoin avait déjà été stocké en toute sécurité, de manière redondante, à plusieurs endroits. Pas par dépit, pas dans un plan de vengeance, simplement parce que c'était mon travail et que je l'avais bien fait. Le serveur revint avec le dossier en cuir noir et ma carte de crédit. Tout a été réglé, monsieur, dit-il en le rendant. Le gérant m'a demandé de vous remercier pour votre générosité. J'ai hoché la tête, signé le reçu et lui ai glissé quelques billets dans la main en guise de pourboire supplémentaire. Encore une chose, dis-je en le regardant dans les yeux, quand comptez-vous les informer que la facture a été payée? Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le directeur a dit qu'il le leur ferait savoir lorsqu'il demanderait le chèque. Cela devrait être bientôt parfait, dis-je en me levant et en redressant mon manteau. J'ai regardé une dernière fois à travers la vitre la famille dans laquelle j'étais né, l'empire que j'avais contribué à construire. Dis-leur, j'ai fait une pause, laissant les mots se former. Précisément, c'était un cadeau de l'ancien directeur financier. Les yeux du serveur s'écarquillèrent légèrement mais il hocha la tête, oui, monsieur, je comprends. Je lui ai fait un dernier signe de tête et me suis tourné vers la sortie. En traversant le parking, je me sentais plus léger, comme si j'avais enlevé un gros manteau que je n'avais pas réalisé que je portais. Les Kennedy avaient fait leur choix. Il était maintenant temps de fabriquer le mien. Au cours des semaines suivantes, j'ai gardé un silence absolu, aucun appel, aucun email, pas un seul mot à aucun membre de ma famille. Le calme était délibéré, stratégique. J'ai bougé avec précision, comme si j'exécutais une manœuvre financière soigneusement planifiée, non par méchanceté, mais par clarté. Tout d'abord, j'ai acheté un cottage modeste mais confortable sur la côte du Maine. Ce n'était pas tapa accent Graveleuil, mais il y avait du charme, des bardeaux patinés, une cheminée en pierre, une vue sur l'océan qui me rappelait ce qui comptait. C'était à environ 2 heures des principales opérations de la famille, suffisamment proche pour surveiller l'empire que j'avais contribué à construire, assez loin pour construire quelque chose qui me soit propre. Ensuite, j'ai contacté 3 anciens clients, pas en tant que vendeur, ni même en tant qu'homme d'affaires, juste des enregistrements amicaux. Comment vont les enfants? Comment se porte le nouveau directeur financier? Des voyages prévus? Il s'agissait de clients qui avaient toujours préféré travailler directement avec moi, qui valorisaient la discrétion et la fiabilité plutôt que la démagogie et l'éclat. Je n'ai pas parlé de mon départ. Je n'ai pas dit un seul mot méchant à propos de Kennedy Maritime. Je viens d'écouter et ce que j'ai entendu était révélateur. Le service avait diminué, les délais de réponse étaient plus lents, les prix avaient augmenté sans justification claire. Un client a mentionné qu'il manquait nos anciennes revues trimestrielles, celles que j'avais l'habitude de préparer avec des informations personnalisées et une efficacité discrète. Un autre a mentionné que ses récents courriels sont restés sans réponse pendant des jours. Grâce à mon réseau, j'en ai entendu davantage. Hudson n'avait pas perdu de temps pour dévoiler sa vision, 2 nouveaux navires achetés, des contrats signés avant même que les équipages ne soient affectés. Ethan avait abandonné l'ancien système logistique au profit d'un modèle plus dynamique, qui ne tenait apparemment pas compte des horaires de marée ou d'une faible disponibilité. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prédit. Puis, 3 semaines après ce dîner d'anniversaire, le premier appel est arrivé, la voix d'Alexander Hudson était trop brillante, tendue sur les bords. Comment vas-tu? Tu n'as pas eu de nouvelles de toi depuis un moment? Je laisse le silence s'étendre.
Laissez-le en ressentir le poids. Alors je vais bien, Hudson. Que puis-je faire pour vous? Il s'éclaircit la gorge. Eh bien, nous avons un petit problème avec le comte Anderson là-bas. Ils menacent de se retirer. Vous avez toujours eu de bonnes relations avec eux et j'ai pensé que vous pourriez peut-être tendre la main et arranger les choses pour la famille. Là, c'était famille. Soudain, je faisais à nouveau partie de la famille. Quand ils avaient besoin de quelque chose. J'ai presque ri. J'ai peur de ne pas pouvoir aider. Dis-je en gardant un ton égal. Comme vous l'avez souligné, ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise, c'est un nouveau leadership et de nouvelles idées. Je ne voudrais pas interférer avec cette vision. Et avant qu'il puisse répondre, j'ai raccroché. D'autres appels ont suivi, d'abord d'Ethan, puis de mon père, chacun plus tendu, plus désespéré que le précédent. Alex, hey, dit Ethan un soir, son ton essayant d'être décontracté mais plus nerveux, écoutez. Il y a eu quelques éléments signalés par le nouveau directeur financier. Rien de grave, juste quelques entrées qui n'ont pas de sens total. Nous espérions que vous pourriez éclaircir certaines choses. J'ai gardé ma voix ferme. Je ne suis plus dans l'entreprise, Ethan. Ces questions devraient être adressées à votre nouveau directeur financier, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, a-t-il dit rapidement. C'est juste, certain je suis sûr que votre nouvelle équipe est plus que capable. J'ai répondu de manière égale. J'espère qu'ils comprendront. L'appel de mon père est arrivé 3 jours plus tard. Je ne pouvais pas voir papa, j'ai toujours gardé les choses au-dessus du tableau, une documentation claire si quelque chose n'a pas de sens. C'est maintenant une conversation pour l'actuel directeur financier. Je ne suis plus impliqué. Il y eut une pause. Je pouvais presque entendre la frustration crépiter sur la ligne comme de l'électricité statique. Ensuite, je vois, j'espère que les choses s'arrangeront, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Pendant ce temps, je construisais. Grâce aux connaissances que j'avais accumulées au cours de 15 ans et à une liste de contacts construite au cours d'une vie de diligence, j'ai lancé ma propre société, une société de conseil axée uniquement sur les opérations financières maritimes. Rien de grandiose, juste moi, un ordinateur portable, une connexion Internet fiable et un petit bureau en bois dans mon cottage côtier surplombant l'Atlantique gris. Mais la nouvelle se propage rapidement dans les cercles restreints. Les clients que j'avais servis autrefois m'ont demandé des conseils. Des entreprises avec lesquelles je n'avais jamais travaillé, mais qui connaissaient mon nom, m'ont demandé quelle était leur disponibilité. Certains des professionnels les plus respectés du secteur se souviennent de la façon dont j'ai géré les crises, de la façon dont j'ai prévu les risques avec une précision étrange, de la façon dont je n'ai jamais manqué une seule date limite de conformité. En 2 mois, j'ai embauché un assistant. Au 3e mois, j'avais 3 employés. Mais même si je cultivais quelque chose de nouveau, je regardais, j'attendais. Le nouveau directeur financier a constaté que ces irrégularités n'en étaient qu'à la limite. Mes propres dossiers, compilés avec un soin obsessionnel au fil des années, ont révélé une longue série de choix troublants. Rien de criminel, juste imprudent et insoutenable. Un réseau de comptabilité créative, de paiements différés, de projections agressives, tout ce qu'Hudson et Ethan s'étaient moqués de moi pour me poser des questions. L'expansion d'Hudson s'est construite sur du sable. Ces modèles financiers supposaient des courbes de croissance auxquelles personne dans l'industrie ne croyait. Le nouveau système logistique d'Ethan créait des retards et des inefficacités qui saignaient de l'argent quotidiennement. Et sans moi dans la pièce pour les ralentir, pour baisser les gaz, ils s'envolaient droit dans la tempête. 4 mois après ce dîner d'anniversaire. Une enveloppe est arrivée, une invitation à la remise des diplômes de mon neveu, clairement une offre de paix. J'ai envoyé un cadeau généreux, une carte manuscrite, chaleureuse et appropriée, mais je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai gardé la tête baissée. J'ai développé mon entreprise, les publications de l'industrie ont commencé à en prendre note, publiant de courtes présentations sur une entreprise en plein essor sur la côte du Maine, spécialisée dans la finance maritime allégée. D'anciens collègues nous ont contactés et étaient intéressés à nous rejoindre. J'ai accueilli favorablement les conversations mais j'ai gardé mes limites avec ma famille. Je suis resté poli mais distant. Quand ils appelaient et ils le faisaient plus souvent maintenant. Alors que les choses commençaient à se dégrader, j'ai écouté, j'ai sympathisé, mais je n'ai proposé aucune solution. J'avais fait ma part pendant 15 ans et j'ai continué à surveiller Kennedy Maritime par l'intermédiaire d'associés de confiance qui y travaillaient toujours et par le biais des rumeurs de l'industrie qui étaient devenues de plus en plus bruyantes.
6 mois après mon renvoi, Kennedy Maritime a déclaré faillite. Hudson s'était trop étendu pendant l'expansion, de manière imprudente. Il s'était endetté massivement pour acheter des navires. Nous n'avions ni l'équipage ni l'infrastructure pour soutenir. De beaux navires, je l'admets, mais des acquisitions mal planifiées dans un marché volatile. Pas de plan de cale sèche, pas de stratégie de recrutement, pas de contingence opérationnelle. Les soi-disant innovations opérationnelles d'Ethan avaient été encore plus destructrices. Dans sa hâte de se moderniser, il s'était aliéné des clients de longue date, des personnes avec qui j'avais entretenu des relations pendant plus d'une décennie. Il n'aimait pas les changements soudains dans les calendriers d'expédition, les pratiques de facturation peu claires ou les communications génériques froides. Ils sont partis tranquillement au début. Puis, par vagues, le nouveau directeur financier pris dans la tourmente financière a démissionné après seulement 4 mois. Je n'ai pas été surpris. Personne ne pouvait nettoyer ce gâchis sans une connaissance institutionnelle approfondie. Et au moment où ils se sont rendus compte qu'il était déjà trop tard. Lorsque la faillite est devenue publique, je n'ai pas célébré. C'était toujours ma famille, des gens que j'avais autrefois aimés et en qui j'avais confiance, des gens avec qui j'avais travaillé à travers les tempêtes, au sens propre comme au figuré. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas de sombre justification. Ils m'avaient jugé trop prudent et manquant de vision. J'avais été la pédale de frein qui leur déplaisait, sans se rendre compte que c'était la seule chose qui empêchait le véhicule de dégringoler d'une falaise. Une semaine plus tard, le véritable coup dur est arrivé, la maison de la famille Kennedy, notre maison, a été mise en vente. La propriété côtière où j'avais appris à naviguer, où ma mère plantait des roses le long du porche, où les dîners de vacances résonnaient de rire, de verre à vin teintaient, parti pour couvrir ses dettes. C'est alors que le téléphone a sonné. J'ai vu le nom et j'ai hésité avant de répondre. Ma mère, Alexandre. Sa voix tremblait. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Ton père ne l'admettra pas. Elle a continué. Mais il est dévasté. Cela le tue. Sa voix se brisa. Nous avons commis une terrible erreur. J'ai avalé difficilement. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose changer en moi, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement, maman? Rentre à la maison, dit-elle. Aidez-nous simplement à réparer ce gâchis. Vous avez toujours su comment réparer les choses. J'ai fermé les yeux en expirant lentement. Mes épaules se sont affaissées. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans et 10 secondes. Je ne peux pas agiter une baguette magique et tout améliorer, dis-je sans méchanceté. L'entreprise est en faillite. Mais vous devez connaître des gens, dit-elle en comprenant maintenant, vous avez des relations, quelque chose. Son désespoir était comme une main sur ma poitrine. Je vais y réfléchir, dis-je doucement. C'est tout ce que je peux promettre pour le moment. Cette nuit-là, je restais allongé dans mon lit, regardant le plafond. Mes pensées étaient bruyantes, colériques, amères, mais derrière elles se cachait quelque chose de plus calme, de chagrin plus insistant. Et sous cela, enterré mais pas mort, un sens du devoir obstiné, la famille. Le matin, je savais ce que je devais faire. J'ai appelé, en grand nombre, des contacts que j'avais noués au fil des années, des gens qui me respectaient, non seulement pour ma compétence mais aussi pour mon intégrité, des investisseurs, des leaders de l'industrie, des institutions financières. À la fin de la journée, j'ai eu quelque chose, une rencontre, pas une bouée de sauvetage, pas un miracle mais une chance. Un groupe d'investisseurs potentiels intéressés par l'acquisition et la restructuration de Kennedy Maritime. Pas par sentiment, bien sûr, mais parce qu'ils pensaient, comme moi, qu'avec un leadership approprié, les os de l'entreprise avaient toujours de la valeur. J'appelle mon père. Il répondit à la deuxième sonnerie. J'ai fixé un rendez-vous, dis-je sans préambule, mercredi à 14 h. Le groupe Sullivan est intéressé par une éventuelle acquisition et restructuration de l'entreprise. Je l'ai dit à mon père. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis une inspiration tremblante. Vous avez fait ça pour nous. Non, dis-je prudemment, je l'ai fait pour les salariés, ceux qui perdent leur emploi, et pour l'héritage familial. Mais j'ai des conditions, n'importe quoi, dit-il rapidement. Hudson et Ethan doivent se retirer de tous leurs rôles opérationnels. J'ai dit catégoriquement, ils peuvent rester au conseil d'administration si les nouveaux propriétaires sont d'accord, mais ils n'ont aucun pouvoir sur la direction.
Le groupe Sullivan fera appel à sa propre équipe de direction. Il y eut une longue pause. Ils n'aimeront pas ça. Ce n'est pas mon souci. J'ai répondu. Voici mes conditions pour faciliter cette réunion, à prendre ou à laisser. Un autre silence, puis je leur parlerai. La réunion avec le groupe Sullivan s'est mieux déroulée que je ne l'avais prévu. Ils ont vu une réelle valeur dans Kennedy Maritime, pas seulement la flotte vieillissante mais aussi les relations avec les clients, l'héritage de la marque. Il y avait déjà de l'équité dans le nom. Ils ont accepté de conserver autant d'employés que possible, une concession qui comptait profondément pour moi et peut-être plus important encore pour mes parents, ils garderaient le nom Kennedy. À ma grande surprise, à la fin de la réunion, l'un des associés de Sullivan s'est penché et m'a demandé « Envisageriez-vous un jour de revenir à bord en tant que directeur financier dans le cadre de la nouvelle structure ?» Je secouai la tête en offrant un sourire poli « Merci, mais non, mon cabinet de conseil se porte bien et je n'ai aucune envie de retourner dans ce monde. » Comme promis, Hudson et Ethan ont été démis de leurs fonctions opérationnelles. On leur a proposé des postes mineurs au sein du nouveau conseil d'administration, purement symbolique, dépourvu de véritables titres d'autorité et sans mordant. La fierté d'Hudson avait dû piquer, l'ego d'Ethan probablement meurtri, mais c'était nécessaire et il n'avait pas le choix. Mon père a reçu le titre de président honoraire émérite, une mesure pour sauver la face. Plus que toute autre chose, cela suffisait à maintenir intacte sa position dans l'industrie, au moins symboliquement. La maison familiale, notre maison, a été sauvée, même si de nombreux autres biens ont dû être vendus pour satisfaire les créanciers. Et voilà que j'étais de retour sur la terrasse du même restaurant, même vue sur l'océan, même air salin. Mais l'occasion était différente. Cette fois, une célébration un an après ce fatidique dîner d'anniversaire. La famille s'était à nouveau réunie, cette fois non pas pour se déchirer mais pour porter un toast à la restructuration réussie de Kennedy Maritime sous un nouveau propriétaire. Tout le monde était là, les parents, les frères, leurs conjoints, les enfants, les proches, tout le monde sauf moi. Bien sûr, j'avais été invité plusieurs fois, chaque invitation étant empreinte d'un peu plus d'urgence que la précédente. Ma mère avait appelé la veille. « S'il te plaît, Alexander » avait-elle dit d'une voix douce et pleine d'espoir. Cela signifierait tellement pour votre père, pour nous tous. J'avais décliné gentiment. J'ai d'autres engagements, lui ai-je dit. Donner à chacun le meilleur de moi-même. Au lieu de cela, j'ai fait ma propre réservation dans le même restaurant, à la même table en terrasse, avec vue sur l'océan. Je suis arrivé tôt, j'ai commandé un verre de vin et j'ai regardé. Un par un, ils sont entrés, toujours inconscients, j'étais assis juste au-delà de leur ligne de touche. La scène était étrangement familière, mais l'énergie était différente. L'ambiance était calme, atténuée. Mon père avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, sa posture n'était pas aussi droite. Les rides sur son visage se creusèrent plus profondément. Hudson et Ethan bougeaient avec moins de confiance, leur sourire tendu. J'ai commandé le même repas, le même scotch, le confort familier, au milieu de cette étrange nouvelle distance que j'avais mise entre moi et ma famille. Je les ai regardés derrière une vitre, la même dynamique familiale se déroulant devant moi, mais cette fois, je n'avais pas l'impression d'en faire partie. Je n'étais pas là. Et pourtant, d'une certaine manière, j'étais plus connecté à eux que je ne l'avais été depuis des années. Ils étaient toujours ma famille, mais j'avais appris à lâcher prise pour regarder à distance. Lorsque le serveur est venu prendre mon paiement, j'ai eu une demande supplémentaire. Je lui ai remis une enveloppe avec ma carte de crédit. « Et s'il vous plaît, apportez-leur ceci », dis-je d'une voix ferme mais avec une touche de finalité. Il a pris l'enveloppe sans poser de questions, mais alors qu'il me regardait, ses yeux brillaient de reconnaissance. « Monsieur, si vous me le permettez, vous étiez ici également l'année dernière, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, n'ayant pas besoin de dire grand-chose. La reconnaissance sur son visage disait tout. « Vous payez pour leur célébration. » Puis aussi, remarqua-t-il sa voix douce, plus une déclaration qu'une question. « Bon souvenir, dis-je avec un petit sourire. » C'était vrai, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne payais pas simplement la note par sens du devoir déplacé. Je l'avais fait pour moi autant que pour eux. Il hésita puis demanda, « Si cela ne vous dérange pas que je vous demande pourquoi rester assis seul ici ? Pourquoi payer pour leur célébration ?» J'ai réfléchi un instant à sa question. Ce n'était pas seulement une réponse facile. Lorsqu'ils m'ont expulsé, j'ai finalement dit,
d'une voix mesurée, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de me montrer que j'ai dépassé ce qui s'est passé, que je peux leur souhaiter bonne chance à distance. J'ai fait signe vers la salle privée où ma famille était assise, leur rire étant maintenant à peine audible. Ils sont toujours ma famille, mais j'ai maintenant construit une nouvelle vie, une vie qui ne dépend pas de leur approbation ou de leur inclusion. Le serveur hocha la tête pensivement, comprenant clairement plus que ce à quoi je m'attendais. Je vous remettrai votre note avec un message indiquant que leur facture a été payée. Merci, dis-je en finissant mon verre et en me levant pour partir. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Je les regardais entrer dans la salle privée, parler à mon père et lui remettre l'enveloppe. Mon père l'ouvrit et lut le bref message. Puis ses yeux scrutèrent le restaurant et pendant un long moment ils se fixèrent sur les miens à travers la fenêtre. Nous nous sommes regardés assez longtemps pour que le monde s'arrête une seconde, puis, lentement, il s'est levé. Les autres autour de la table remarquèrent Hudson, Ethan, ma mère. Un à un, ils se tournèrent pour suivre le regard de mon père. Je leur ai fait un petit signe de tête, un léger sourire, pas par colère, pas par blessure, juste une reconnaissance discrète de ce que nous étions autrefois. Et puis je me suis détourné. Avant d'atteindre ma voiture, mon téléphone s'est mis à sonner. Je ne l'ai pas regardé, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, comme je l'avais fait avec leurs appels pendant des mois. Demain, peut-être, j'écouterai leurs messages. Demain, je déciderai si je veux reconstruire ces ponts. Mais ce soir, j'ai conduit le long de la route côtière vers mon chalet, mes fenêtres en bas, l'air salé remplissant mes poumons. J'étais libre, selon mes propres termes et, pour la première fois depuis des années, j'étais complètement en paix avec moi-même.